Banque centrale de Mauritanie. Bonjour et bienvenue à Happy TV pour discuter du rôle des banques centrales dans l'accompagnement et le développement de la monétique, de la transformation digitale, la transformation dans le paiement et l'évolution de l'ensemble du système du paiement. Bienvenue et bonjour. Encore bonjour Bassam. Merci. Alors, donc, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, nous présenter, bien sûr, la Banque centrale de Mauritanie et son positionnement, mais surtout, bien évidemment, les FinTech, comment dirais-je, l'Africa FinTech Forum, et dans quelle mesure c'est très intéressant de voir comment, quand même, une personne de la Banque centrale de Mauritanie, en même temps accompagne et est membre des FinTech, et vous êtes, je pense, executive member, donc vous jouez un rôle très important, et c'est vraiment, c'est un point très intéressant, parce qu'en général, on a l'impression d'avoir les banques d'un côté, les FinTech de l'autre, et là, vous avez l'exemple vraiment d'un accompagnement qui semble très, très intéressant et pertinent. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Parler des banques centrales qui sont aujourd'hui l'une des figures de proue du développement de l'écosystème de la finance numérique globalement, mais aussi parler des FinTech et de l'innovation qui façonnent notre vie, notre quotidien. Ce n'est plus de la science-fiction, ce n'est plus du futurisme, mais c'est du vécu. C'est quelque chose qu'on vit au jour le jour, qui impacte nos vies et qui commence à impacter sérieusement une composante qui est d'une extrême importance pour moi, qui est celle du développement durable, notamment dans le contexte du continent africain, avec toutes les problématiques de développement qu'il connaît. Alors, en ce qui concerne la Banque centrale, les banques centrales ont toujours été des institutions conservatrices pendant longtemps, en commençant avec le rôle très restrictif de l'émission monétaire, puis de celui du garant de la stabilité des prix, ensuite avec plusieurs évolutions, les différentes écoles de pensée, avec le keynésianisme qui attribue un rôle de plus en plus important à la monnaie, en passant par les monétaristes, etc. Mais elle était restée dans cette logique de politique monétaire, de stabilité des prix, de la gestion de l'inflation, par les taux d'intérêt et par les autres moyens. Et à un moment donné, les banques centrales ont fait face à de nouveaux challenges. Je passe sous silence l'évolution qui était extrêmement importante concernant la stabilité financière, qui a imposé aux banques centrales d'avoir ce rôle clé aussi d'assurer la stabilité financière. Tout à fait. Tout à fait. Alors, les banques centrales sont les premiers responsables de cette stabilité financière, car étant les gendarmes du secteur financier, elles sont responsables de la gestion des risques systémiques et des différents risques auxquels font face les différents acteurs financiers dans une économie. Donc le rôle, il est extrêmement important et il a évolué encore plus en passant de régulateur passif, de la fonction de régulateur passif à celle de moteur stratégique de l'évolution numérique de nos jours. Depuis, je dirais, depuis disons les années 2010-2015, les banques centrales ont été précédées par les agents du numérique. Tout à fait. L'innovation précédait les banques centrales et les banques centrales étaient perçues comme un frein à l'innovation. Tout à fait. Je donne l'exemple de M-Pesa au Kenya, où les services de mobile money étaient lancés sans le consentement de la banque centrale, et la banque centrale s'était retrouvée à la traîne de Safaricom afin de comprendre ce qui se passe, justement pour pouvoir le réguler, parce qu'au début c'était des petites opérations, mais à un moment donné ils ont vu l'ampleur que ça commençait à prendre. Alors les banques centrales ont changé carrément de perspective depuis lors, et ils ont changé de paradigme, et ils ont commencé à intégrer dans leur rôle et dans leur mission principale la mission de promotion de la technologie, parce que, comme vous le savez très bien, le développement économique est en ligne des missions des banques centrales, notamment cette question d'inclusion financière qui combine les deux. Alors, cette question d'inclusion financière, elle a un rôle extrêmement important en matière
de stabilité financière. Parce que si vous avez un secteur financier qui est beaucoup plus profond et qui mobilise beaucoup plus de fonds et qui couvre toute la population, c'est un facteur extrêmement important et extrêmement positif pour la stabilité financière. Tout à fait. Mais aussi, cette question d'inclusion financière, parce qu'elle concerne les populations les plus défavorisées, elle frappe de plein fouet les personnes qui étaient écartées systématiquement des systèmes de la finance conventionnelle, des banques et des institutions de la microfinance. Donc, c'est là où l'inclusion financière a apparu comme composante stratégique ou comme objectif stratégique de la plupart des banques centrales à partir des années 2015. Et évidemment, cette inclusion financière passerait inéluctablement par la digitalisation. C'est les outils de digitalisation qui permettent de casser les barrières d'espace et de temps qui ne permettaient pas, mais aussi de coût et de qualité, qui ne permettaient pas aux acteurs classiques d'atteindre toute la population, notamment dans des pays comme les pays africains. Je prends l'exemple de la Mauritanie, où nous avons une superficie d'1 million de kilomètres carrés, où vous avez une étendue du territoire extraordinaire, où les acteurs bancaires ne peuvent pas s'implanter partout. Donc là, avec la technologie, nous avons des solutions extrêmement intéressantes qui permettent de toucher tous les citoyens, tous les consommateurs des services financiers et de pouvoir les inclure d'une façon plus active en leur offrant l'accès, la qualité, mais aussi avec des meilleurs coûts des services financiers, notamment des services de paiement, des services de transfert d'argent, etc. Ça englobe d'autres services, on en parlera certainement, parce que les fintech ne se réduisent pas seulement au paiement. Alors, la deuxième perspective, c'est celle de l'Africa FinTech Forum, qui est une plateforme qui accompagne un peu l'écosystème des fintech, le développement d'écosystèmes des fintech. Et c'est là où vous voyez, à mon sens, qu'il n'y a pas de contradiction. On a beaucoup taxé les banques centrales de réfractaires au changement, de freins, etc. Les banques centrales, certes, sont des régulateurs. Elles ont à cœur la mission de protéger les consommateurs. Donc, du coup, elles ne peuvent pas permettre n'importe quoi. Elles doivent imposer un certain niveau de régulation. Mais à un moment donné, les régulations qui existaient et qui étaient dédiées au système bancaire ou au système classique de la finance conventionnelle n'étaient pas adaptées aux services digitaux. Donc les banques centrales ont été conscientes de l'importance d'adapter la régulation et d'accompagner. Et c'est à partir de là que nous avons vu l'émergence d'initiatives purement banque centrale qui poussent à voir émerger, qui pousse à l'éclosion des fintech et de la finance digitale. Je prends l'exemple de la Banque centrale de la Mauritanie, qui a été consciente très tôt de ces enjeux et qui a fait, depuis, disons, 3 ans, un saut quantique en termes d'inclusion financière à travers le mobile money, qui a permis en quelques années de réaliser des niveaux records d'inclusion financière, des niveaux records en termes de volume de paiement et d'utilisation de cash, de formalisation de l'économie. L'économie informelle, comme vous le savez, est prédominante en Afrique, mais avec ces nouveaux services, on est en train de pousser vers le formel de plus en plus d'acteurs, de petits artisans, de petits vendeurs, d'acteurs qui étaient complètement en dehors du circuit classique de la finance, et ils sont maintenant, à travers des solutions digitales, en train de payer, d'être payés, de recevoir, de transférer de l'argent, etc. Et dans la perspective d'aller plus loin avec des opérations de crédit, d'épargne, d'autres produits financiers plus sophistiqués, d'assurance, etc. Alors l'Africa FinTech Forum a l'objectif d'accompagner les écosystèmes. Alors ce faisant, elle supervise un peu ou elle impulse la création des associations de FinTech dans les différents pays en les accompagnant par la création de la connaissance surtout, mais à travers aussi des guides et des contenus qui sont... Parce que au final, la plupart des pays africains connaissent un peu les mêmes problématiques de développement. On se trouve, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Mauritanie, nous faisons face pratiquement à la pauvreté, au sous-développement, au secteur informel, à la difficulté d'identification. Là, on en parlera durant de la conférence. Donc, ce qui est extrêmement important pour tout ce qui est KYC et reconnaissance des clients, etc. Et donc, toutes ces problématiques étaient
avait des solutions dans la technologie. Et la technologie était à portée de main. Donc il suffisait que les banques centrales, qui étaient très proactives récemment, ça n'a pas toujours été le cas, très récemment, et commencent même à mettre en place des solutions afin de booster et de pousser les acteurs de l'innovation et de la fintech à proposer d'autres solutions beaucoup plus adaptées. Je parlerai de l'expérience de la Banque centrale de Mauritanie, si vous voulez. Alors juste, ça, vous avez parlé vous avez cité le fait que finalement les banques centrales jouent un rôle et prennent conscience finalement de l'importance des fintech dans l'approche globale de l'inclusion financière, de leur stratégie. Et il est évident, vous en convenez avec moi, que toutes les banques centrales n'ont pas forcément l'approche que je félicite vraiment de la Banque centrale de Mauritanie, qui est dans une démarche prenant en compte finalement l'évolution du milieu, l'évolution de l'environnement, l'intégration des fintechs qui vous permettent finalement d'avoir des appuis, des solutions pour répondre à votre stratégie de développement. D'ailleurs, votre prédécesseur, M. Lassina Koné, donc président de Smart Africa, a soulevé la notion de l'identité numérique. Et cette notion d'identité numérique va jouer un rôle très important. Absolument. Et va être, je pense, un élément clé sur lequel va se reposer la Banque centrale, les banques centrales, dans leur approche finalement de développement et de l'inclusion financière et finalement de pouvoir accompagner le progrès social, l'évolution sociale et environnementale, économique, là où vous êtes. Donc, si on prend l'exemple, pour revenir sur la Banque centrale de Mauritanie, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît, sur... Oui, alors la particularité de la Mauritanie, c'est qu'heureusement, fort heureusement, elle a été pionnière depuis les années 2009-2010 à lancer un système d'enrôlement biométrique qui était précurseur en ce temps-là et à travers son déploiement a permis l'enrôlement de la quasi-majorité de la population. Donc, ce qui facilite énormément de tâches pour nous aujourd'hui en Mauritanie, contrairement à beaucoup de pays africains où vous avez la moitié de la population qui n'est pas reconnaissable et qui n'a pas de traces biométriques. Maintenant, chaque citoyen mauritanien a un identifiant, un numéro national unique, qui a permis dans un temps de transition de régulariser. Alors, si vous aviez un compte en banque ou plusieurs comptes en banque sous plusieurs noms, vous étiez obligé, tous ces comptes étaient bloqués à un moment donné jusqu'à l'enrôlement et fournir votre identifiant national afin que ces comptes soient sous le même nom, bien reconnus, etc. La même chose avec les wallets, quand on a lancé les wallets, c'était la même chose, il faut un identifiant national. Et la même chose pour les téléphones portables, pour la télécommunication. Maintenant, chaque numéro qui circule en Mauritanie est enregistré sous un identifiant national, une personne bien reconnue, etc. Donc, fort heureusement, nous avons eu cet élan depuis les années 2010 qui a beaucoup facilité cette question des KYC qui se pose avec acuité dans la plupart des pays africains. Excusez-moi, juste une question sur ce point, ce que vous venez de citer, si vous permettez. Est-ce que cet identifiant, que ce soit pour les comptes bancaires, pour les mobiles, est-ce que c'est le même ou chaque, par exemple pour le mobile, s'il y en a un, il y a pour le... Non, c'est un identifiant par personne. Ah, donc la personne, elle a le même identifiant pour l'ensemble. Exactement. La personne, elle a un identifiant national. Et cet identifiant national est utilisé quand elle ouvre un compte bancaire, quand elle enregistre son enfant à l'école, quand elle demande un service public, quand elle ouvre un compte sur l'une des solutions de mobile payment. Et elle est reconnue systématiquement. Et la quasi-majorité de la population est déjà enrôlée. Donc ça, c'est l'un des challenges majeurs. Ça, c'est l'un des challenges majeurs que nous, très fort heureusement, nous avons dépassé et qui ne posait pas véritablement problème quand on a commencé à réfléchir par rapport à notre stratégie numérique, disons. Et c'est la Banque centrale mauritanienne qui a pris l'initiative ? Non, ce n'est pas la Banque centrale, c'est l'Agence nationale de registre de la population qui avait lancé, c'était un projet qui a été lancé en 2009 et qui a atteint son apogée en 2013-2014 avec l'enrôlement de la quasi-majorité de la population. Et quel a été le rôle alors du coup de la Banque centrale ? Mais la Banque centrale avait bien profité de cet existant, entre guillemets, parce que alors, la Banque centrale, de son côté, elle avait lancé, après mûre réflexion, après
le rationnel que je viens de vous citer, liant le développement économique, la profondeur du secteur financier, la stabilité financière avec l'inclusion financière. Oui. Donc l'inclusion financière est apparue comme une composante majeure et un rôle majeur de la Banque centrale afin de contribuer dans ce développement durable, mais aussi afin d'assurer la stabilité financière. Donc la Banque centrale a lancé une stratégie nationale d'inclusion financière, la SNIF, oui. Qui a été précurseur aussi. Bon, plusieurs pays ont lancé des stratégies similaires, mais la Banque centrale de Mauritanie était précurseur dans sa façon d'intégrer l'innovation et de la mettre au cœur du système. Donc la Banque centrale se retrouve pionnière et je dirais plutôt, elle joue un rôle plutôt proactif pour encourager l'innovation. Bon, ça a commencé par la mise en place de toutes les régulations, de toutes les lois nécessaires pour les paiements numériques, pour les paiements digitaux, etc. Mais comme vous le savez, quand on est dans le monde des fintech, oui. Nous avons des solutions qui ne correspondent pas à la régulation actuelle. Et elles sont rejetées automatiquement. Donc la Banque centrale a mis, et c'est l'une des best practices, comme on dit dans le monde, c'est dans le cadre de sa stratégie d'inclusion financière, elle a créé carrément un programme qui est dédié à la finance inclusive, et à la finance digitale, à la finance verte et durable. Qui comprend et qui a lancé ce qu'on appelle un sandbox. Et un sandbox, c'est un outil qui permet à des entreprises innovantes, des startups innovantes, qui ont des solutions qui ne correspondent pas véritablement, vu leur forte dose technologique, en mobilisant des technologies comme l'intelligence artificielle, les blockchains, le cloud computing, etc. Ce sont des solutions qui ne sont pas adaptées à la réglementation classique. Donc le sandbox leur permet de pouvoir tester dans un environnement qui est créé par la Banque centrale et contrôlé et supervisé par la Banque centrale, de tester leur innovation, de pouvoir les accompagner et à la fin du chemin, c'est comme à l'école, vous avez votre diplôme à la fin de votre session de sandbox et vous avez une autorisation spécifique qui vous permet, après plusieurs tests sur des échantillons beaucoup plus restreints, vous avez le go de la Banque centrale d'aller sur le marché. Et c'est une solution, je dirais, magique, parce qu'elle permet tout simplement de ne pas écarter des solutions innovantes qui sont d'une extrême importance pour l'inclusion financière, mais aussi pour les questions liées à la cashless society. Nous avons cette aspiration de diminuer l'utilisation du cash, donc ce qui passe nécessairement par le développement des paiements digitaux. Donc la Banque centrale s'est retrouvée à encourager cette initiative. Et là, parallèlement à cette initiative de la création d'un sandbox, où elle a créé aussi ce qu'on appelle un Innovation Lab. Donc un Innovation Lab, c'est un espace qui permet aux startups de pouvoir développer de l'innovation, de pouvoir être accompagnés par des experts, de pouvoir être accompagnés par bénéficier du mentorat, du coaching, de tout et éventuellement d'accéder à des ressources financières pour pouvoir lancer des projets qui sont alignés avec la stratégie de la Banque centrale, qui est, qui est très ambitieuse, mais on a été déjà très surpris par les résultats qu'elle a déjà produits. Donc la dernière stratégie de la SNIF, la stratégie nationale d'inclusion financière, elle visait à atteindre un niveau d'inclusion financière de 63% à l'horizon de 2028. Et là, on est bien parti pour pouvoir dépasser facilement cette cible. Après 3 ans ou 4 ans de lancement des solutions de mobile money, et avec les nouvelles solutions qui verront le jour, on dépassera certainement cette cible parce qu'on est déjà pratiquement, on a dépassé les 43% et on est, je n'ai pas les derniers chiffres parce que ça bouge tellement vite, on est pratiquement à la moitié de la population qui est inclue financièrement d'une façon ou d'une autre. Alors, la problématique qui se pose maintenant, c'est le rôle du régulateur. Il ne faut pas oublier que malgré notre aspiration à développer la finance, à améliorer l'accès, la qualité, etc., nous restons aussi régulateurs. Alors, donc, cette innovation, elle apporte des bienfaits, elle apporte des effets positifs, mais elle apporte aussi son lot de risques.
qu'il faut prendre en compte. Et nous, en tant que régulateurs, nous sommes là pour veiller à ce que ces risques soient contenus, soient régulés pour protéger les consommateurs des services financiers. Alors, je vais mettre l'accent sur deux points que je trouve formidables dans votre approche, parce que je pense pas que beaucoup de banques centrales ont cette stratégie, je dirais, proactive d'intégrer finalement, de prendre en compte le secteur de l'innovation technologique des fintech et de leur dire faites votre test, on vous suit, montrez-nous finalement montrez-nous que vos solutions répondent à nos exigences de sécurité, à nos exigences finalement de protection, et nous vous donnerons, si j'ai bien compris, des autorisations spécifiques pour pouvoir finalement vous lancer. Et je trouve que c'est une approche très intéressante, et je trouve que même ça devrait faire partie des axes de développement et des actions des banques centrales. Parce que vous l'avez dit à juste titre, qui dit banque centrale dit quelque chose, en fait, une institution figée, conservatrice, presque un mammouth, comme on dit, qui est là en train de tuer dans l'œuf avant même qu'il puisse les initiatives. Et vous avez une approche, au contraire, qui va permettre de couver finalement les initiatives pour les faire éclore. Et c'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Je vous félicite là-dessus, parce que c'est une approche qui permet finalement à toutes les autres institutions qui veulent se développer d'avoir le courage finalement de le faire, parce qu'elles savent qu'elles sont accompagnées par une institution ouverte dans cette approche. Alors, allons dans ce sens où vous apportez finalement une démarche ouverte, flexible de l'évolution des technologies. Alors, comment est-ce que vous avez adapté certaines lois, bien évidemment, dans le cadre très strict de la protection des données, de la protection du consommateur, de la protection des lois internationales qui imposent sur les transactions financières. Mais est-ce que vous avez intégré finalement une certaine flexibilité, ou est-ce que vous avez fait plutôt des lois dédiées à un certain secteur permettant plus de flexibilité? Quelle est votre stratégie dans cette approche? Alors, je reprends là où je me suis arrêté tout à l'heure pour répondre à votre question, parce que comme vous l'avez si bien dit, ces technologies qui nous impressionnent et qui sont effectivement impressionnantes et qui ont des effets miraculeux, contiennent des risques énormes. Et ces risques sont d'abord des risques liés à la protection des dépôts et de l'argent des consommateurs, des risques liés aux données personnelles, à caractère personnel, mais aussi des risques qui sont beaucoup plus importants de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors la Mauritanie s'était dotée, et plus particulièrement la Banque centrale de Mauritanie, s'était dotée d'un arsenal juridique qu'elle met à jour régulièrement pour, avec une loi de lutte contre le blanchiment d'argent, avec une loi pour les données à caractère privé et la création d'une institution spécialisée pour la protection des données à caractère privé. La Banque centrale veille de son côté à tout ce qui est protection, tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent à travers des systèmes très rigoureux qui mobilisent aussi de la finance, qui mobilise aussi de la technologie, parce que comme vous pouvez l'imaginer, avec un système digital, les paiements sont des millions de transactions en un laps de temps. Pour pouvoir tout analyser, vous avez besoin de la technologie. L'intelligence artificielle nous offre aujourd'hui des outils extraordinaires pour pouvoir suivre, pour pouvoir superviser. Et là, n'oublions pas que l'un des premiers rôles de la Banque centrale, c'est de superviser le secteur financier. Et cette supervision, elle est beaucoup plus facile avec les outils de data management, de data science, de l'intelligence artificielle, qui sont aujourd'hui incorporés au sein de la vision de la Banque centrale et de ses pratiques. Et c'est dans ce contexte que nous sommes très proactifs, sans pour autant prendre des risques concernant ces questions qui sont fondamentales pour la Banque centrale, parce que vis-à-vis de nos engagements internationaux par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent et la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui est l'une des priorités stratégiques des pouvoirs des autorités publiques, la Banque centrale, elle accompagne tout cela en assurant que ces
nouvelles fenêtres qu'on ouvre dans le domaine digital sont des fenêtres verrouillées et bien protégées. Elles permettent de jouer le rôle pleinement financier en mobilisant, en facilitant le paiement instantané, en facilitant le transfert d'argent, le transfert de fonds. Dans un deuxième temps, on aspire à, et comme je vous ai dit, les fintech, ça ne se réduit pas au paiement. Alors là, la majorité de ce qui se fait en Afrique, c'est du paiement, c'est du transfert d'argent, c'est de l'achat du crédit téléphonique, mais il y a des pans énormes, notamment tout ce qui est relatif au crédit, parce que la finance, d'abord, c'est le crédit, l'assurance, les remittances, donc tout ce qui est envoi d'argent, le financement du commerce international, etc. Alors, toutes ces solutions sont maintenant, on la porte ouverte et la Banque centrale a poussé cette stratégie jusqu'au bout, justement pour permettre à des solutions technologiques, mobilisant des technologies qui peuvent être connectées à des technologies venant d'autres pays et à des opérateurs venant d'autres pays, afin d'assurer que l'essor des fintech soit le plus amplifié possible en dépassant. Nous avons très bien réussi en matière de paiement, en matière de transfert d'argent, en matière comment dirais-je, en matière de e-government. Là, on en parlera demain, on parlera de e-government, mais l'idée de e-government a toujours été sur la table. Mais il y avait un frein majeur. Quand vous voulez accéder à un service, la plupart des services ont un paiement symbolique. Tout à fait. Pour pouvoir payer, vous n'allez pas de bout en bout. Vous allez faire une opération sur Internet et vous allez payer quelque part dans une perception des impôts, revenir, et là, le processus digital perd tout son sens. Maintenant, les services digitaux, tous les services digitaux, maintenant, si vous voulez payer pour des frais pour l'émission de votre passeport, de votre carte d'identité, d'un acte de mariage, d'un acte de naissance, payer des taxes spécifiques, etc. Maintenant, vous pouvez faire tout ça directement de bout en bout avec le paiement. Donc le paiement digital a aussi été un facteur extrêmement important de l'essor des services e-government qui se développent à une grande échelle. Le gouvernement mauritanien, qui était aussi très sensible à cette question de digitalisation. Le deuxième mandat du président actuel avait connu la création carrément d'un ministère dédié à la digitalisation. Et ces ministères et à la modernisation de l'administration a toujours pour mission de mobiliser, de digitaliser, mais ne pas digitaliser en solo, de casser les barrières qui existent entre les différents services publics et les différentes institutions publiques afin de faciliter tous les services publics et de pouvoir y accéder de façon digitale. Mais il y avait cette problématique de paiement qui a été résolue. Donc le paiement digital a permis une évolution très rapide des services d'e-government, et maintenant vous n'avez pas besoin de passer par une perception. Vous pouvez payer vos impôts, vous pouvez payer vos factures bien sûr, que ce soit de l'eau, de l'électricité, d'Internet, etc., avec vos applications de mobile banking. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention très riche, très intéressante et qui nous donne vraiment une approche, je dirais, très pragmatique et très pertinente lorsque nous avons des organismes différents qui jouent des rôles très importants et comment vous pouvez accompagner le progrès et le développement de la monétique et du développement social et économique et de l'inclusion financière. Je vous remercie, mais je voulais finir par une note. Oui, rapidement, parce que j'ai un autre... Note parce que c'est extrêmement important. C'est une question de volonté politique. La technologie existe, les solutions existent, la demande est là, mais il faut une forte volonté politique à tous les niveaux, au niveau de la Banque centrale, bien sûr, mais aussi au niveau des autorités publiques, pour que cet ensemble puisse prendre et puisse donner des résultats rapides, concrets, qui impactent véritablement la vie des populations, notamment celles les plus favorisées. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous et on l'a vu que tous les succès qui ont eu lieu, en tout cas la majeure partie des succès, il y avait cette volonté politique. Merci infiniment, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.